Bonjour à toutes et à tous, Bonjour tout le monde, bienvenue bienvenue. Bonjour. Bonjour. pour notre déjà 19e bulle. Vous êtes plus de 550 inscrits aujourd'hui, donc on va attendre un peu que chacun et chacune se connecte. Une petite minute. Voilà, et on reçoit vos bonjours, partagés. Toujours très sympathique. De toute la France, Sous le soleil, le quasiment. soleil. Le soleil, avec 15-17 degrés, tout est normal. On va On va commencer, le temps que tout le monde nous rejoigne. donc ben, rebonjour, bienvenue à toutes et à tous pour cette 18e bulle des 2 rives que nous sommes, ravis, Hélène et moi, d'animer aujourd'hui avec, Joanne Boachon et Clara Simet, et avec vous, plus de 550 participants inscrits. Vous allez nous rejoindre au fur et à mesure. Donc, on va vous présenter rapidement la Scopely de Rive et notre démarche DDQE dans laquelle s'inscrivent ces bulles. Donc, rapidement, on peut passer à la slide suivante. Joanne, en 2 mots, la Scopely de Rive. Donc, on est une société multirégionale coopérative, comme notre nom l'indique. On est implanté à Lyon et à Strasbourg et on agit également à Paris, à Dijon et à Caen. On a plus de 20 années d'expertise sur les sujets écologie bâtiment et on se définit à la fois comme un organisme de formation, qui est notre activité principale, également un bureau d'études où on va accompagner plutôt côté maîtrise d'ouvrage collectivité, et un centre de ressources qui crée et partage la ressource, comme ces bulles, qu'on a pour vocation donc de partager au plus grand nombre. Et notre objectif, c'est de décloisonner les modes de faire et de penser pour pousser les curseurs plus loin face à l'urgence climatique auprès de vous, acteurs du cadre bâti et aménagé. Donc notre parti pris, c'est de détourner, questionner, expérimenter ce que sont les nouvelles formes d'habiter, de vivre ensemble et les modèles économiques associés. C'est autour de l'activité fondatrice de notre scope, qui est la formation certifiante DDQE, développement durable et qualité environnementale, qu'on a lancé ces bulles des 2 rives il y a 5 ans déjà. Et formation certifiante DDQE qui a fêté ses 20 ans l'an dernier. Alors, qu'est-ce que la formation des DQE? Donc, en quelques mots, il s'agit de l'unique formation d'envergure nationale et d'acculturation sur les sujets de l'écologie et de l'évolution des métiers du cadre de vie bâti et aménagé, et que nous organisons à Lyon, Strasbourg, Paris. Donc, c'est lieux de naissance un peu historiques, et également à Dijon et à Caen. Ce parcours de 20 jours propose d'agir ensemble, comme aujourd'hui, en s'appuyant sur des retours d'expérience éprouvés pour nourrir des démarches critiques et alternatives. On dénombre aujourd'hui plus de 1 800 professionnels certifiés depuis 2003, donc date d'année de la création de la formation des DQE en Alsace. D'ailleurs, nous invitons celles et ceux qui seraient curieux d'en savoir plus à notre webinaire de présentation de la formation des DQE, et qui a lieu demain, voilà, le 6 novembre à midi, de midi à 13h. On peut passer à la On slide peut suivante. passer à la slide suivante, oui. Avec nos bulles, nous souhaitons permettre au plus grand nombre d'accéder aux thématiques qui jalonnent le parcours certifiant des DQE, et d'échanger avec les experts et expertes qui les animent et qui nous font le plaisir d'y contribuer. On peut passer à la slide suivante, merci. Nous animons cette série de bulles 2025 avec une couleur particulière cette année. Ces bulles sont en effet placées sous le credo «S'affranchir ensemble et autrement». Donc, pourquoi s'affranchir? Parce qu'on vous propose d'explorer en cet automne 2025, ensemble, hors des sentiers battus, car c'est bien dans les marges de nos pratiques professionnelles que nous puisons des sources d'inspiration et des moments de respiration.
Donc, autant de sujets qu'on vous propose, d'investiguer donc ensemble avec nos experts, expertes, profondément engagés à nos côtés sur la transformation de nos métiers et de nos sociétés. On peut passer à la slide suivante. Quelques mots sur le déroulé, sur les prochains rendez-vous formation avec la Scope Les Deux Rives. Donc on se retrouve notamment à distance à Lyon, à Paris, à Strasbourg sur des thématiques. Donc ça c'est en parallèle de la formation certifiante DDQE qui a lieu sur un temps plutôt long, sur une année, 20 jours. À côté de ce parcours certifiant, on organise également des modules de formation courtes avec toujours des experts qui sont des professionnels qui transmettent du retour d'expérience en formation. Donc sur les thématiques qui s'affichent, confort d'été, humidité, passif, biosourcé. Toutes ces infos, vous les retrouvez sur notre site internet. Et on peut passer à la slide suivante, au sujet donc de comment est-ce que techniquement cette bulle se déroule aujourd'hui en 2 temps qui correspondront aux 2 entrées thématiques de chacune des intervenantes sur ce sujet. Donc chacune des parties se déroule en 20 minutes, présentation de la thématique, puis 20 minutes de questions, réponses, échanges que nous on anime, Céline Ross et moi-même. Donc vous pouvez mettre vos questions, remarques dans le chat et nous on se fera vos porte-voix et on animera le temps d'échange. On a configuré cette séance, la vidéo coupée, le micro éteint, parce qu'on est nombreux pour permettre une meilleure qualité de présentation. Et vous pouvez configurer comme d'habitude l'affichage de votre côté au niveau des vignettes pour que ce soit le plus confortable pour vous. On peut passer à la slide suivante. Donc, avant de passer la parole à nos intervenantes, quelques mots pour vous présenter Clara et Joanne, 2 pionnières et ambassadrices du renouveau du réemploi au niveau national et aussi sur leur territoire d'investigation. Donc, Joanne, tu es architecte, directrice et fondatrice de Minica, l'une des premières plateformes ressourceries physiques et de grande ampleur en France. Comment est né cet engagement pour le déchet? Passionnée d'écologie et de poubelles, comme tu le décris toi-même, après des études d'architecture avec une spécialisation en développement durable, puis une HMO-NP portant sur le réemploi et quelques années d'expérience et d'exercice en tant qu'architecte, la volonté de créer un lieu proposant des matériaux de réemploi a germé en toi. Et voilà, Minica est née comme ça. Clara, tu es architecte et cofondatrice de la SIC Grand 8, une aventure humaine qui vient sceller un engagement au long cours pour une architecture fortement ancrée dans les enjeux sociaux et écologiques des territoires. Chacune de tes interventions porte des alternatives durables et solidaires qui valorisent les ressources et les acteurs locaux. Tu es également enseignante, formatrice et actrice du déploiement d'une économie locale et artisane, des pratiques vernaculaires du bio et du géosourcé comme du réemploi de matériaux. Voilà, vos expériences et engagements viennent nourrir le parcours de formation des DQE et notre formation au réemploi. Nous nous réjouissons de ce temps de dialogue, de réflexion, de retour d'expérience que nous partageons aujourd'hui. Voilà, donc comme dit, vous intervenez toutes les deux, donc vous, votre structure dans le cadre de nos formations, notamment le parcours des DQE. Pour introduire le propos, pourriez-vous simplement, en quelques mots, nous partager en quoi vos engagements rejoignent ceux de la démarche des DQE? Voilà, donc si tu souhaites, dire quelques mots, Joanne, puis, Clara. Tout d'abord, bonjour à tous. Merci d'être tous présents. Il y a du monde, donc c'est un petit peu impressionnant, même si on vous voit pas. Pourquoi Mineka intervient avec la SCLOP Les Deux Rives dans la formation des DQE? Tout d'abord parce qu'on partage des manières de faire et des manières d'entreprendre et une volonté en fait de construire avec les mêmes valeurs qui sont ancrées dans les valeurs collaboratives et de l'économie sociale et solidaire. Donc on a beaucoup d'acquaintances dans ce sens-là. Et puis c'est aussi une opportunité pour nous parce que la formation forme des personnes qui finalement on peut recruter ensuite. Et donc il s'avère que
Nous avons recruté une personne il y a 2 ans qui s'appelle Perrine Faure, qui avait fait la formation des DQE et qui, quand on a recruté une personne pour intégrer notre bureau d'études, a postulé et en fait on parlait le même langage et en fait des personnes formées au réemploi dans la construction, on n'en a pas beaucoup. En tout cas, il y en a de plus en plus, mais grâce à la SCOP. Mais voilà, donc du coup, c'est aussi une opportunité pour nous de faire grandir Mineka et de faire grandir le réemploi. Merci beaucoup. Eh bien, bonjour à tous également. Je suis très heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Eh bien, moi, si j'aime beaucoup intervenir en tant que formatrice dans le cadre de la DDQE et pas uniquement auprès de la SCOP des Deux-Rives, c'est vraiment effectivement parce qu'on partage aussi une communauté de pensée sur la sobriété, voilà, sur comment, en mettant en place des modes de construire basés davantage sur la convivialité, sur l'échange et la collaboration, on va pouvoir proposer d'autres façons d'habiter à tous. C'est aussi, effectivement, je retiendrai beaucoup là au fil des années, puisque ça fait maintenant plusieurs années que j'ai le plaisir de collaborer. C'est aussi les échanges avec les apprenants qui m'apportent beaucoup parce que les formations, c'est pas un temps vertical où on fait descendre le savoir comme ça et dans de la donnée. C'est vraiment des temps d'échange sur les pratiques de chacun et on en a beaucoup besoin puisque pour le réemploi, on est encore en train de reconstruire ces pratiques et ces filières. Donc c'est cet enrichissement-là qui m'apporte beaucoup. Voilà. Merci beaucoup pour ces témoignages et qui montrent aussi la force du collectif et de la communauté des DQE et des professionnels qui souhaitent s'engager, s'investir sur ces démarches longues et puis toute la ressource humaine aussi qu'on peut y trouver. Et donc dans cette bonne suite sur le sujet de notre bulle aujourd'hui, on peut passer la slide suivante. Joanne, tu vas entamer ce webinaire par un plaidoyer pour sortir du cadre et de la normalisation à tout prix. Tu nous l'as livré quand on a préparé cette bulle, il faut prendre des risques et les partager. Le réemploi est un espace de création, un chantier des possibles. Tu amèneras cette réflexion sur comment garder le sens quand la tendance générale va vers la massification. Puis Clara, dans un second temps, tu prendras la suite sur le champ du lien et de l'architecture de la relation. Le réemploi représente une démarche alternative pour s'affranchir, notamment de la violence extractiviste faite aux milieux naturels et aux populations souvent lointaines que la construction dite conventionnelle de nos bâtiments et infrastructures peut exercer. Deux temps qui se suivront, se répondront et des temps d'échange à l'issue de chaque présentation. Joanne, on te passe la main pour ce temps 1, réemploi des matériaux. La simplification est-elle désirable? Eh bien, merci beaucoup. Euh, Alors, je vais commencer par une très rapide présentation de Mineka, parce que peut-être que tout le monde ne connaît pas. Donc, Mineka, c'est, comme vous le disiez en présentation, un acteur pionnier du réemploi sur le territoire de la métropole de Lyon. Donc, on a une partie recyclerie, donc on collecte et on revend des matériaux de réemploi. Et au-delà de ça, on a développé au fur et à mesure des années des missions et des activités de bureau d'études. Donc, on fait du conseil à destination des maîtrises d'œuvre et des maîtrises d'ouvrage, ainsi que de la sensibilisation et de la formation pour former les acteurs de la construction à intégrer des démarches de réemploi sur leurs opérations. Donc, on est plutôt multi-activité et donc Mineka va avoir 10 ans en 2026. Ça va faire 10 ans que le projet a démarré. Et en fait, on a exploré pas mal de formes et d'activités de faire, donc le bureau d'études, la collecte, la logistique. On a essayé de faire des magasins éphémères sur chantier, on fait de la revente, voilà, on explore différents modèles et activités qui sont liés au réemploi pour démocratiser le réemploi. C'est notre objectif social parce que Mineka est sous statut associatif
Et donc, on a un objectif social. Et depuis 10 ans, on voit apparaître, en tant qu'expert de la pratique, une injonction à la simplification, à la massification du réemploi dans la construction. Euh, Ces injonctions, elles sont aussi portées par le contexte réglementaire qui est de plus en plus favorable, et c'est une bonne chose, euh, au réemploi. Donc, je ne vais pas toutes vous faire les réglementations qui sont favorables, mais c'est beaucoup porté par la loi AGEC et la fameuse responsabilité élargie du producteur PMCB qui se met en place progressivement depuis 2 ans. Et donc, on voit apparaître de nouveaux discours, de nouvelles demandes qui poussent tout le secteur, tous les acteurs du réemploi dans la construction à standardiser, simplifier, massifier et finalement proposer des solutions clés en main. Le clé en main, hein, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup. Et donc, on est en train plus ou moins de passer de l'exploration à la normalisation. Ce que j'entends par normalisation, c'est pas forcément euh, faire rentrer des normes ISO 9000, etc., par la FNOR, mais par le fait de rendre normale la pratique et euh, la rendre plus sensible. Et en fait, le réemploi et l'économie circulaire, aujourd'hui, c'est devenu un peu des nouveaux mots à la mode. C'est des nouveaux mots à la mode. Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout, on ne savait pas ce que ça voulait dire. Réemploi, en fait, on pensait à l'emploi, Pôle emploi, etc. Mais maintenant, le réemploi et l'économie circulaire, c'est un peu les nouvelles trends du bâtiment. Tout le monde veut en faire. Euh, Ça devient un argument marketing et finalement, on le fait pour remporter des marchés, pour faire de l'impact positif, pour faire réduire l'ACV et les tonnes équivalent carbone sur une opération, pour décarboner, à base de calculs et d'abac, sans forcément toucher la matière. Et donc, en fait, il y a de plus en plus de marchés qui incluent des objectifs ambitieux, ce qui est une très bonne nouvelle. Néanmoins, aujourd'hui, il n'y a pas forcément de solution miracle qui permette de dire on applique une méthode et voilà, ça marche pour qu'on puisse en fait répondre à toutes les ambitions qu'on nous demande et aux faramineux enjeux du changement climatique auquel on fait face collectivement. Donc aujourd'hui, on a des volontés, on a des objectifs très hauts qui sont exigés dans les cahiers des charges. Et puis, il y a la réalité. La réalité du terrain, la réalité du contexte, qui sont différents selon les territoires, selon les programmes, selon les montages, selon les marchés, selon les plannings. Mais alors, comment on fait pour transformer ces objectifs en réalité et en projet? Donc aujourd'hui, malgré la mise en avant du réemploi sur la scène de la construction, la pratique, elle n'est pas suffisamment simple à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, les acteurs qui portent le réemploi sont mis un peu sous pression pour inventer et proposer des nouvelles manières de faire et déverrouiller des freins et apporter une solution miracle. Pourtant, eh bien, voilà, spoiler, cette solution miracle n'existe pas parce que rien n'est simple sur un chantier. Le chantier, il est soumis à des aléas, à des retards, à des sinistres, à des problèmes financiers, enfin bref, tout un tas de- d'éléments extérieurs et intérieurs qui font que c'est pas si simple. Et aujourd'hui, les moyens et les filières de matériaux de réemploi pour se fournir aux matériaux de réemploi, elles sont nombreuses, elles sont diverses, elles sont variées, et elles sont différentes. Donc on peut aujourd'hui se fournir en utilisant des diagnostics PM2, en allant piocher dans des ressourceries éphémères sur chantier,
auprès de matériothèques multiflux, de marketplace en ligne, de filières spécialisées monomatériaux. Bref, un panel de solutions qui sont toutes aujourd'hui pertinentes et complémentaires, mais qui sont différentes et donc certaines, il manque euh, il manque certains éléments et la solution miracle, comme je disais, n'existe pas. Et il n'y en a pas une mieux que d'autres puisque euh, la filière globale du réemploi reste encore émergente. Et donc, toutes ces filières, elles ont encore des forces, elles ont des forces et des faiblesses, mais elles participent à faciliter la pratique. Et aussi, derrière chacune de ces filières et ces actions, il y a une multitude de sous-actions, d'acteurs qui sont nécessaires pour dérouler une opération de réemploi réussie. Donc là, je vous ai mis un schéma qu'on avait réalisé avec Franz Dagno de la Fédération Éco Plus Construire, qui définit en fait toutes les actions qui sont nécessaires pour déployer la chaîne de valeur du réemploi, les métiers existants et puis les nouveaux métiers. Et donc, en fait, derrière chaque grande action comme commander, accompagner, diagnostiquer, il y a une multitude d'acteurs et de sous-acteurs. C'est comme un très, très grand arbre généalogique. Et c'est pas si facile que ça. Donc, il y a toute la logistique, le stockage, l'identification, le reconditionnement, le fourniture, assemblage, les fournitures de l'assemblage en neuf, l'assurabilité, enfin bref, tout un tas d'actions et d'acteurs qui restent à mobiliser. Et donc le clé en main, aujourd'hui, il reste encore compliqué. Il n'est pas existant en tout cas. Euh, Face à cette injonction de la massification et de la simplification, en fait, il y a des risques aussi. euh, qui, malgré le côté un peu louable et nécessaire de cette massification et planification pour en fait réduire les déchets et l'impact environnemental du bâtiment, ça comporte de nombreux risques. Ces nombreux risques, pardon, je galère un petit peu. Le premier risque, c'est l'effacement, la disparition des acteurs pionniers du réemploi, notamment les acteurs de l'insertion, qui n'ont pas attendu que le réemploi ce soit un mot à la mode et que ce soit une trend. Et généralement, en fait, ces acteurs-là, c'est des acteurs de l'économie sociale et solidaire qui emploient des personnes en insertion et qui vont explorer et défricher la pratique pendant des années et qui aujourd'hui, en fait, depuis qu'il y a la législation qui rend favorable le réemploi et donc qui ouvre un marché plus propice, avec des modèles économiques qui commencent à se dessiner, voient arriver des grands groupes, des startups qui viennent piller un petit peu leur savoir et tout ce défrichage à l'instar de Vinted qui, au fur et à mesure du temps, est en train de tuer le modèle Emmaüs, puisque via leur plateforme en ligne, détournent les dons les dons des vêtements qui avant partaient dans les ressourceries, mais pas que les vêtements finalement. Euh, et qui partent dans un autre circuit. Donc Vinted marche très très bien, mais du coup, Vinted et Le Bon Coin, hein, c'est pas juste pour incriminer Vinted, mais en tout cas, euh, la, la gentrification de la seconde main fait que ça peut faire disparaître des modèles tels que le modèle Emmaüs et des modèles beaucoup plus solidaires qui ne font pas partir en fait leurs bénéfices auprès d'actionnaires qui sont très très loin. Le second risque, c'est que le réemploi devienne, en tout cas dans la construction, devienne invisible, car trop standardisé et uniformisé.
et ne soit cantonné qu'à une certaine gamme de produits, à une gamme de projets finalement, et où en fait le REX, le retour d'expérience faisant foi, on se retrouve avec des mêmes projets pareils, similaires sur tous les territoires, comme on voit beaucoup apparaître les façades rideaux en fenêtre, les remplissages des gabions en, en inerte, en tuiles, en pavé de briques, etc., sans forcément, en restant que dans le décoratif et en n'allant pas plus loin. euh, et de voir le risque de tous les matériaux qui sont plus compliqués à intégrer, ne pas se faire parce qu'on pousse pas la pratique plus loin. Euh, Et donc, parallèlement à tout ça, ce qu'on voit apparaître aussi, c'est la responsabilité. Qui est responsable du réemploi? À l'échelle d'une équipe de maîtrise d'œuvre, en fait, les assureurs et les bureaux de contrôle demandent de plus en plus, voire exigent d'avoir un requalificateur technique qui va certifier l'aptitude du matériau à son futur usage. Comme si, en fait, il y avait une seule entité, une seule personne, un grand magicien, on va dire, qui devrait tout savoir et porter la responsabilité à lui tout seul. En effet, bah, ce serait beaucoup plus simple hein, de dire bah, toi, t'es monsieur réemploi et c'est toi qui vas porter toute la pratique en cas de sinistre ou de défaillance. Comme ça, ce serait beaucoup plus simple. Mais bah, c'est tout simplement pas possible parce que, ni souhaitable, parce que en fait, chaque lot relève de sa compétence et de sa spécificité. Le lot réemploi, même si on voit apparaître des lots réemploi, des lots zéro réemploi, c'est pas un seul et même lot. Il comporte plusieurs lots. Il va comporter la plomberie, il va comporter la menuiserie, la structure, les fluides, etc. Comme dans un projet classique. Et en fait, le constat, c'est que, en fait, derrière cette volonté de massifier, de simplifier et de désigner un seul responsable, ce qui est assez révélateur, c'est finalement c'est le sentiment de peur. En fait, il y a beaucoup d'acteurs qui ont peur de faire du réemploi. Euh, et cette peur, bah, malgré toutes les actions, les process, les protocoles, les cahiers des charges proposés, elle est parfois difficilement surmontable. Euh, et elle pousse en fait à normaliser, à étiqueter et à déployer des processus de requalification qui sont parfois qui vont au-delà du raisonnable et au-delà du nécessaire pour pouvoir rassurer à l'extrême afin de pouvoir se désengager de toute responsabilité ou d'être vraiment sûr. C'est un peu comme mettre les bretelles, le casque, les lunettes, la ceinture et les bretelles, quoi. Et donc, pour exemple, on a accompagné en tant que bureau d'études une équipe de maîtrise d'œuvre pendant un certain temps et nous recherchions des matériaux. Euh, et en fait, on a déployé tout ce qu'il fallait, à savoir que ça avait été validé par le bureau d'études, ça avait été validé, on est allé chercher une filière qui portait les normes, et en fait, la maîtrise d'ouvrage n'a pas voulu signer parce que, en fait, elle avait trop peur. Et en fait, la personne nous a dit moi, le réemploi, je ne sais pas faire, donc j'ai besoin de monter en compétences. Mais ça faisait 2 ans qu'on les accompagnait, donc en 2 ans, la personne, au bout de 2 ans, avait toujours aussi peur. Et ce qu'on constate, c'est que l'un des plus gros freins au réemploi, c'est l'humain et c'est sa peur. Et donc, pour pallier à ces peurs collectives et qui sont soit collectives, soit très personnelles, il est nécessaire de partager et de coporter cette responsabilité.
C'est-à-dire que chaque membre du projet soit concerné par la thématique. C'est pas, voilà, moi, je m'occupe que de ma partie, que de mon lot, et le réemploi ou l'acoustique ou tout ceci ou les autres thématiques, je m'en occupe pas. Euh, Ça nécessite en fait, à minima, sans forcément devenir expert, mais d'une prise de connaissance du sujet et de la thématique, parce qu'en fait, la thématique du réemploi dans la construction, comme du développement durable et de l'environnement, c'est transversal. C'est transversal à tous les lots et à toutes les thématiques sur une opération. Et ça nécessite d'envisager le projet d'une manière globale et de prendre un recul sur toute l'opération et pas seulement de regarder son petit bout de lorgnette, le chantier par son domaine de compétences. Et donc, ça va être l'objectif, c'est aussi de prendre connaissance des enjeux de chaque acteur de l'opération pour faire ensemble et arrêter de travailler en silo. Et donc, en fait, de porter collectivement cette responsabilité, c'est aussi de tester ensemble des nouvelles solutions, d'expérimenter et aussi de se laisser le droit à l'erreur, bien sûr en mesurant le risque, évidemment, et peut-être en démarrant petit. Euh, et aussi en sortant des logiques en fait de communication, de marketing, en disant voilà, je vais essayer d'éviter tant de tonnes carbone, éviter grâce au réemploi. En fait, avant d'essayer d'atteindre des chiffres inatteignables, de peut-être prendre connaissance de la pratique et de se former soi-même via diverses euh, organismes et structurations pour pouvoir en fait atteindre ces objectifs et collectivement. Pour éviter finalement de tomber dans une espèce de réplicabilité à tout prix et de faire exactement les mêmes choses sur chaque opération et que finalement en fait toute la poésie que pourrait apporter le réemploi dans la construction disparaisse et en pouvoir la conserver dans sa pratique. J'ai terminé. Merci beaucoup, Joanne. Garder de la poésie dans sa pratique, on retiendra ces mots et de dépasser nos peurs ensemble aussi, de s'engager collectivement et d'être tous concernés sur la thématique du réemploi pour l'envisager de façon globale. On va passer au temps d'échange. Euh, Vos questions nous arrivent sur le chat. On va vous les soumettre. Donc, n'hésitez pas voilà, à les partager via cet outil. Une première question, comment voyez-vous au moment d'un concours d'architecture le moyen de rassurer une maîtrise d'ouvrage publique d'une part de la valeur du réemploi pour sécuriser le prix, et d'autre part sur les défis du réemploi esquissés au moment du concours, mais non encore certains. Donc sur la question du prix et sur l'aspect évolutif aussi de cette composante réemploi dans le projet pour la maîtrise d'ouvrage public. Euh, Vaste question, ça va dépendre de s'il y a des objectifs qui sont inscrits dans les cahiers des charges. Donc en fait, si la thématique du réemploi est exigée en phase concours, normalement la maîtrise d'ouvrage si elle va au-delà du réglementaire, elle est déjà un petit peu sensibilisée. Concernant le prix, en fait, la question, voilà, il n'y a toujours pas de réponse miracle au prix. Est-ce que le réemploi coûte plus cher que le neuf? Oui, c'est certain, puisque en fait, il y a une quantité d'actions à mettre en place, mais il peut y avoir des ISO-coûts aussi sur certaines thématiques. L'idée, c'est de pouvoir cadrer, de rassurer sa maîtrise d'ouvrage en cadrant la démarche. Néanmoins, faut avoir conscience que le réemploi, comme c'est un bureau d'études supplémentaire, et ben forcément, ça coûtera plus cher qu'une opération dite classique. Après, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des opérations classiques?
Tout dépend des contextes, tout dépend des plannings, des territoires, de la volonté et de l'ambition. Mais j'ai tendance à dire que le réemploi dans la construction, c'est comme le bio, ça coûte toujours un petit peu plus cher. C'est Mhm. comme manger bio, mais il y a des externalités positives, directes et indirectes, pardon, qui vont au-delà du prix. Mm. On a quelques questions aussi en termes de ressources. Déjà, est-ce que tu peux nous préciser en quoi consistent les ressourceries temporaires sur chantier en pratique? Est-ce que c'est communiqué par réseau? Et est-ce que Ouais. Alors, les ressourceries temporaires, généralement, c'est éphémère, c'est un bâtiment qui se déconstruit les matériaux sont déconstruits, sont stockés sur chantier et il y a une espèce de magasin sur chantier qui se fait selon une période donnée et les repreneurs passent sur site pour venir chercher les matériaux. Ça évite de faire bouger la matière sur un espace tampon. Néanmoins, le risque, c'est qu'on déconstruise des matériaux qui, derrière, sont déposés sélectivement pour rien et sont jetés. Ça dépend des ressources qu'il y a sur site. Et c'est tout un cadrage à faire aussi avec le SPS et le temps d'ouverture. Et donc la communication, bah, ça dépend des opérateurs. Euh, Nous, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas fait. Et j'imagine que c'est sur les réseaux. Quand une maîtrise d'ouvrage met ça en place sur son chantier, c'est après à diffuser, enfin faire une campagne de communication via différents canaux. et bah, On, on a des questions qui nous arrivent sur les ressources disponibles. Donc, est-ce qu'il y a des articles, études sur le réemploi disponible sur Internet, une carte interactive qui recense les ressourceries sur le territoire national? Et j'en profite pour préciser que dans le cadre de la formation qu'on a montée ensemble, notamment avec Mineka et Grand 8, et qu'on organise à Lyon, à Strasbourg, c'est la mobilisation des acteurs et de la communauté. Effectivement, c'est un point assez central de cet outillage des professionnels pour intégrer le réemploi dans les projets. Et donc oui, je te laisse dire un mot sur les sources disponibles pour accéder à ces catalogues, plateformes et ressourceries locales aussi. Alors, il y a une cartographie qui s'appelle opalis.eu qui cartographie tous les fournisseurs et revendeurs de matériaux de réemploi. C'est une étude européenne qui a été financée par l'Union européenne et qui a été faite par Rotor et Bellastock, qui est très très intéressante et qui répertorie en Europe du Nord, donc Benelux et France et je crois Angleterre. Et ensuite, vous avez de multiples ressources qui paraissent régulièrement, des études diverses et variées sur plein de sujets, notamment la Fondation Bâtiment Énergie, qui a fait des fiches d'une dizaine ou d'une vingtaine de matériaux facilement réemployables. Euh, Vous avez plein de ressources sur les divers sites internet des acteurs du réemploi tels que Bellastock, Mineka. Il y a aussi un syndicat qui a été monté, le syndicat professionnel des acteurs professionnels du réemploi de la construction, où il y a des groupes de travail qui poussent le sujet qui poussent les sujets très spécifiques tels que l'assurabilité ou réemploi politique publique. Donc ça s'appelle le SPREC. Voilà, et puis il y a plein d'autres ressources, matériauxréemploi.com,
Voilà. En fait, l'une des slides que je vous ai présentées tout à l'heure, en fait, c'est vous tapez réemploi et là, réemploi construction, et là, vous avez toute une multitude de ressources. Il y a aussi des MOOC qui sont en ligne, notamment via la région Occitanie. À Lyon, on a une association qui s'appelle Ville et Aménagement Durable qui porte un groupe de réemploi, un groupe de travail réemploi euh, et qui pousse les sujets aussi avec plein de ressources et une boîte à outils. Voilà, il y en a encore plein, mais voilà, je ne les connais pas toutes par cœur. On a quelques questions par rapport aussi à des termes ou ouais, des terminologies qu'on emploie beaucoup en ce moment. Est-ce qu'il est possible, enfin, quel lien ou pas de lien entre crédit carbone et réemploi? Et une autre question, est-ce que pour qu'il y ait réellement réemploi, est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait éco-conception en amont du process ou du matériau? Alors, je vais d'abord répondre à la question numéro 2. Et bien sûr, évidemment, l'éco-conception, ça, c'est la base de tout. Le réemploi à tout prix, c'est pas forcément quelque chose de louable. Il faut évidemment réfléchir à la conception des bâtiments, à la conception des assemblages, à la démontabilité, à utiliser des matériaux simples et non pas trop complexes pour pouvoir déconstruire facilement un bâtiment pour demain, en fait. Mais aujourd'hui, il est vrai que on récupère certains éléments sont pas récupérables parce que trop collés, trop, enfin pas démontables. Et donc, évidemment, pour faire du réemploi, une vraie boucle circulaire dans les années à venir, plus le bâtiment sera éco-conçu, plus ce sera facilement possible de le déconstruire et déjà de le faire évoluer et de pouvoir réemployer ces éléments constitutifs. Et la deuxième question, la première question, c'était Est-ce qu'il est possible d'utiliser des crédits carbone dans le cadre du réemploi? je ne sais pas ce que c'est qu'un crédit carbone. Donc, c'est la première Ouais, fois que je n'entends pas. J'imagine que, en tout cas, dans la RE 2020, si c'est ça la question, la RE 2020, le réemploi compte pour zéro. Hmm. Une autre question sur répartir la responsabilité entre chaque acteur. Vu que tu as parlé de cette responsabilité horizontale, est-ce que ça se matérialise par un contrat, une convention signée par tous les acteurs du chantier? Est-ce que c'est plutôt l'obligation de chaque acteur de suivre une formation, une sensibilisation au réemploi? Et est-ce que tu as des exemples de cette responsabilité partagée dans un chantier, sur un type de chantier? Alors, nous, on a un REX sur un réemploi de tuiles où pour garantir le réemploi de tuiles in situ, nous avons dû fournir plusieurs modes de preuve à, à l'assurance de la maîtrise d'ouvrage. Il y a eu plusieurs qualificateurs. En fait, le- on est allé interroger le fabricant de tuiles. On a fait passer un charpentier, un couvreur qui a testé les tuiles, donc qui a dit cette tuile elle est OK, on va pouvoir les remployer. On a envoyé la tuile, un panel de tuiles se faire tester à la flexion en utilisant un panel qui avait été soumis aux plus fortes intempéries. Et donc toute cette capitalisation de modes de preuve, plus le suivi de la déconstruction et la traçabilité, a permis de valider le réemploi de tuiles. Donc en fait, là, vous avez un exemple de responsabilité partagée. C'est pas uniquement un acteur qui s'est occupé de ceci. Et il est certain que plus les personnes sont sensibilisées et formées au réemploi, plus il va être facile que les acteurs partagent cette responsabilité. Et en fait, derrière,
aux personnes et aux structures qui analysent les marchés de vérifier les références aussi en réemploi. Ça, par exemple, ça nous est déjà arrivé d'avoir quand on était à Emo, d'avoir des boîtes qui répondaient, des entreprises qui répondaient pour faire du réemploi. Et puis en fait, elle disait oui, oui, oui. Et puis après, le marché, il est gagné. Et puis c'est, ah bah non. Enfin voilà, après, ça reste. Faut clairement que la maîtrise d'ouvrage soit motrice pour pouvoir respecter les objectifs. Et ce qui est nécessaire, c'est aussi que la maîtrise d'ouvrage soit sensibilisée et formée et accompagnée dans cette démarche. Du coup, sur le volet rassuré, une première question, les assurances décennales se comportent comment lors d'un sinistre aussi à un réemploi? Est-ce que tu as des retours par rapport à ça? Et deuxième question, comment rassurer un artisan? Souvent, ils aiment utiliser des produits qu'ils connaissent. Est-ce qu'il existe un moyen légal ou un système légal qui les concerne? Question tout à fait très pointue. Alors la deuxième concernant les artisans, ça dépend de quel type d'artisan on parle, ça dépend de quel lot. Il y a beaucoup d'artisans qui le font déjà en Soum Soum, qui récupèrent d'un chantier, qui ramènent dans leurs locaux. Euh, et ensuite, tout ce pour rassurer les artisans, en fait, leur montrer que les produits sont quasiment similaires, en fait. Et peut-être aussi les orienter vers les filières qui proposent euh, des éléments qui sont déjà certifiés par les filières qui sont monoflux, par exemple, qui portent tout le package. Par exemple, on a Schneider Electric qui commence à faire des produits reconditionnés de leurs propres produits, en fait. Donc, se tourner vers ce genre de filières pour permettre de rassurer en premier lieu. Et l'autre question, c'était, C'était sur les assurances décennales. Elles se comportent comment lorsqu'il y a un sinistre dans le cadre de d'usage du réemploi? bah, moi, j'ai pas de Rex en tout cas, on n'a pas eu de sinistre pour l'instant, donc je ne peux pas vous en donner. Peut-être que Clara pourrait répondre à cette question ou à des Rex de confrères architectes. Comme Mineca n'en fait pas de maîtrise d'œuvre en tant qu'architecte, j'ai pas de Rex. On a dû en avoir passé, mais Scov Avocat fait souvent de la veille là-dessus et de la communication en parlant de différentes jurisprudences. Donc, en tout Bah, cas, moi, j'en parlerai tout à l'heure, mais j'en ai pas non plus, figure-toi. Mais pour des bonnes raisons. Je raconterai pourquoi. Et teasing pour la deuxième partie. Et on prend une dernière question avant de passer à la suite pour rester dans les temps. Euh, une question sur les petits projets. Dans les petits projets, la question du réemploi peut-elle être portée par une maîtrise d'œuvre formée, investie? Euh, bon, on va- c'est des choses qu'on présente aussi en formation. Je te laisse répondre, Joanne. oui, tout à fait. Même il faut, parce que en fait, dans les petits projets, il n'y a pas beaucoup de moyens, évidemment. Et donc, si on ajoute un bureau d'études en plus, bah, c'est des honoraires qui baissent. Et donc, l'objectif pour une maîtrise d'œuvre de se former, ça permet en fait que la partie réemploi soit portée par la maîtrise d'œuvre, par l'architecte au lieu de faire appel à un bureau d'études qui va du coup qui va faire baisser les honoraires de tout le monde ou pas et qui par exemple nous ça nous arrivait il y a pas longtemps d'être sollicité pour un tout petit projet, il y avait pas suffisamment d'honoraires et en fait tout était ric-rac et bon, l'opération n'a pas été remportée, mais néanmoins en fait ce qu'on a conseillé
aux archis, c'est de se former pour pouvoir porter la thématique la prochaine fois sur une opération si petite pour pas qu'ils aient à rogner sur leurs honoraires et sur les honoraires des autres membres de l'équipe. Très bien, merci beaucoup et merci pour ces échanges aussi et puis les personnes qui partagent de la ressource sur le chat du webinaire. On va passer à la deuxième partie avec Clara Simet de l'agence Grand 8 sur la thématique le réemploi pour une démarche de la relation et du soin. Et le partage d'écran a l'air de fonctionner. C'est tout bon. Parfait. Et ton micro est encore coupé, Clara. Oui, rebonjour à tous. Vous allez voir que l'idée qu'il y avait une communauté aussi au sein de la Scope des Deux Rives dans les intervenants, c'est pas du mensonge parce que vous allez entendre beaucoup de choses qu'ont évoqué Johan euh, dans ce que je vais vous raconter qui vont dans ce sens aussi et dans le sens aussi peut-être de se reposer les questions dans une autre. Alors attendez, j'ai un tout petit problème. Voilà, tout va bien. Euh, voilà, de se reposer les questions un peu initialement aussi, je voudrais, même si on connaît tous hein, ces enjeux, on se les répète, on se fait peur avec, on s'effraie parfois, mais j'ai néanmoins, moi, besoin aussi de régulièrement revenir à ces situations de dézoomage parce que, en fait, on parle beaucoup de la question du risque. Il est beaucoup remis en avant par des acteurs, j'ai envie de dire, un peu aussi conventionnels, mais avec lesquels on collabore tous les jours. Et évidemment, c'est avec tous faire, faire mailler ces pratiques-là. Euh, et aussi de se dire que, bien entendu, peut-être se reposer la question de la responsabilité des gestes et où est-ce que se trouve la question du risque. Je pensais pas commencer comme ça, mais puisque effectivement, c'est une chose qui préoccupe beaucoup les personnes qui sont là avec nous. C'est peut-être réévaluer cette question du risque et qui prend le risque finalement et qui doit administrer la preuve aussi de la conséquence de ses actes, c'est-à-dire effectivement réinterroger du point de vue assurantiel la conséquence de nos actes sur un sinistre ponctuel et je vais vous montrer comment, eh bien, de manière située, on a pu imaginer des configurations et des organisations qui permettent justement de prévenir par la confiance, par la continuité et par une structuration à peut-être un tout petit peu décalée du travail. euh, Permettre de prévenir justement les risques. Et du coup, réinterroger aussi sur toutes ces conséquences de l'extractivisme sur nos milieux et sur les personnes. Se redire quand même que effectivement, on est dépendant, extrêmement dépendant aussi d'un système d'approvisionnement mondialisé. C'est pas le vrai de toutes nos matières, mais on est particulièrement vulnérable, en tout cas sur la question minérale en Europe, puisque sur la question de la bascule énergétique, nous sommes tout au bout de la chaîne et vraiment dans un grand état de dépendance. Et donc, la prise de risque, elle est très importante à cet endroit-là, et il est raisonnable d'arriver aussi, d'atterrir sur d'autres façons de pratiquer. Et en fait, donc, l'idée qu'on a atteint nos limites planétaires avec une injonction à aller à des pratiques de substitution, à des logiques de substitution, on l'entend bien sur les renouvelables et sur la question énergétique.
mais en réalité, on l'interroge assez rarement sur la question de la matière. Le bâtiment, il s'est beaucoup focalisé sur cette question énergétique et finalement la question de la conséquence matérielle et de nos impacts sur les milieux et aussi sur les milieux ben, qui ne sont pas les nôtres, qui ne sont pas ceux des métropoles, des villes et des villages, mais des lieux urbanisés. Bien sûr, les milieux dits naturels, en tout cas, où d'autres vivants essayent de survivre, mais aussi les milieux dans lesquels qu'on façonne pour nous-mêmes et pour notre environnement et qui sont particulièrement, on le sait, inadaptés aux températures que par cette pratique, justement, on se réserve avec cette dimension ultra minéralisée de nos espaces. Et aussi réinterroger justement cette question de la matière et de la responsabilité humaine sur ces questions-là et peut-être justement qu'est-ce qu'on a produit là dans cet âge qu'on appelle l'anthropocène, l'urbanocène, le fossilocène. Enfin voilà, il y a eu plusieurs terminologies qui portent différentes approches politiques et peut-être idéologiques. Néanmoins, tout amène à penser que pour construire nos villes et nos routes, voilà, on a mobilisé en très peu de temps, et ce très peu de temps, ça compte énormément, une quantité colossale de matériaux. Là, c'est une étude qui avait été faite par des scientifiques publiés dans la revue The Nature qui avait fait un petit peu de bruit et qui montrait justement cette masse. Alors, on a la biomasse qui aujourd'hui a été dépassée par la masse anthropogénique et notamment ça nous laisse l'occasion d'observer de quoi elle est composée, de quoi est composée toute cette masse qu'on a extraite et avec une accélération bien sûr au temps des 30 glorieuses. Euh, eh bien, justement, d'avoir essentiellement le béton, les agrégats, des briques un peu, et puis le métal, l'asphalte. Donc, on comprend bien. Alors, elle est particulièrement mobilisée sur tout ce qui est infrastructurel et tout ce qui concerne, oui, la question infrastructurelle. Et le bâtiment n'occupe pas toute cette place-là, mais néanmoins, ils sont largement corrélés. C'est aussi se dire que bah il y a un cercle vicieux entre la question énergétique et la question matérielle, qui est importante de repenser aussi tous ces dézoomages. Ils sont convoqués dans nos pratiques quotidiennes. On a bien sûr aujourd'hui l'injonction de sortir des énergies fossiles. Euh, mais on sait bien que cette sortie seule et la bascule entière sur le renouvelable, et je ne parle pas aussi des limites avérées du nucléaire, on n'a pas de solution miracle, même si pourtant les énergies renouvelables, elles arrivent à opérer cette massification. Pour le coup, elles sont au rendez-vous. Mais malheureusement, on est dans un tel circuit d'ultra consommation, et particulièrement dans nos pratiques du bâtiment que, eh bien, on entre dans des cercles vicieux où plus on va extraire, plus ça va être difficile à extraire, plus il va falloir d'énergie pour extraire, et on est ainsi dans une logique infernale qui, dans les prévisions à venir, notamment sur le béton, sont réellement préoccupantes. Alors du coup, l'alternative, c'est de se dire bah, quel monde on veut, en fait. Et à quoi sert, en fait, toute cette masse extraite et cette production-là? Est-ce que sur des besoins fondamentaux, est-ce que on veut faire voilà, avoir de l'énergie pour produire des SUV ou du transport en commun qui va permettre à des gens qui sont éloignés de leur travail de pouvoir rejoindre. Voilà. Donc ça, c'est des modèles de vie et des désirs collectifs et des projets et des récits collectifs qu'on peine un peu à tous trouver. Et ça rejoint exactement ce que disait Joanne sur le fait que, bien sûr, on peut parler de massification, on peut parler de tout, on peut lever tous les risques et sans arrêt être dans ces pratiques, que ce soit dans toutes les pratiques en fait qui font un pas de côté sur cette logique productiviste. Je parle du bâtiment là.
être sans cesse dans l'administration de la preuve et on en demande beaucoup, hein, puisqu'on revient aux fondamentaux en fait de construire finalement, puisque le matériau il a plus son pédigré donné par l'industriel dans la pratique du réemploi, il faut que eh bien l'expert réemploi vienne lui redonner l'entièreté de son pédigré, lui lever tous ses risques, toutes ses conditions d'usage, etc. Donc on en revient vraiment à l'essence, et c'est d'ailleurs assez passionnant dans la pratique de revenir et de recultiver voilà, de se reconnecter à cette culture constructive dont les maîtres d'œuvre ont souvent été dépossédés. Moi, je trouve, on a perdu notre connexion à la matière, beaucoup à cause d'une culture autour du béton qu'on a un peu laissé aux mains des ingénieurs, mais il y a eu comme ça une dépossession et un désinvestissement des architectes, notamment, sur ces questions-là, et qui les ont un peu déconnectés de l'essence même de ce qu'est un matériau, de sa beauté, de ce qu'il veut bien, développer, et quelle poésie aussi, on en parlait tout à l'heure, et notamment aussi de ses performances. Le réemploi, c'est un peu la promesse de ça. C'est aussi de se dire, plutôt que d'alimenter avec nos déchets et de venir à nouveau impacter nos milieux en bout de chaîne, parce qu'on parle de la chaîne amont et de la chaîne aval. Quand on parle de réemploi, c'est aussi cette double effet qui se coule, hein, ça c'est pour les vieux. Euh, Quand on réemploie, on agit aux deux bouts de la chaîne en même temps. C'est un peu idiot à se dire, mais c'est quand même énorme finalement comme geste. On est à la fois, parce qu'une mine, le fait d'extraire, eh bien, laisse parfois les milieux exsangues et puis souvent des populations exsangues aussi. Et bien sûr aussi, on sait la conséquence des enfouissements et cette invisibilisation qu'on opère au moment de soit brûler, soit enfouir les les matériaux que la ville rejette. Et de savoir aussi un peu, si on se reconnecte historiquement à ce qui nous est arrivé, puisque on est finalement dans une parenthèse de l'histoire. On le répète souvent à propos de ce grand bouleversement des Trente Glorieuses après-guerre, et quel héritage on a, et en fait comment on est arrivé à ces pratiques destructives finalement de matériaux qui ne sont pas arrivés à obsolescence, et qu'il est tout à fait aberrant euh, de, de se défaire par la destruction. Et c'est vrai qu'on a hérité finalement d'un temps peut-être plus traumatique que ce qu'on pourrait imaginer, et d'outils plus traumatiques qui se pourraient imaginer, des puissances aussi ingénieriales qui sont liées à, à des injonctions militaires, et qui nous ont amenés à développer des outils fortement destructeurs, et peut-être se réinterroger aussi au semble là-dedans. Et cette question du partage avec le vivant, et c'est aussi la place de l'homme dans ces milieux, c'est aussi bah, tous ces partages, et notamment si on prend la question du sol, il y a une grande rivalité, il y a d'injonctions et de pratiques qui vont devoir cohabiter de plus en plus, parce qu'on va aussi vers l'accroissement urbain, toujours, hein, on n'est pas dans une décroissance à cet endroit-là. Et il va bien falloir qu'on conserve, ne serait-ce que pour notre survie, les milieux biodivers. Et, et en même temps, qu'on ménage ces questions-là. Ça, par là même, remet en cause aussi cette question systématique de l'extractivisme, qui est largement invisibilisée. À vrai dire, pour le béton, par exemple, on a des mines qui ne sont pas à l'autre bout du monde. Pour le coup, aujourd'hui encore, ça se fait sur nos territoires. Mais néanmoins, est-ce que vous croisez beaucoup ces lieux d'extraction et les conséquences qui sont dessus? Mais néanmoins, les impacts sont là et ils sont réels. Donc, je disais sur la question de cette parenthèse, là, on est en 1925, on est en plein Paris, et vous voyez qu'on avait encore des pratiques euh, autour de la déconstruction, donc c'est la toute fin de l'haussmannisation,
avec des plateformes qui étaient faites en pied de chantier. 1925, c'est assez près. On a après ça eu un bouleversement aussi sur une densification, une intensification aussi, une accélération du temps du chantier. Il y a un gros enjeu autour de ça, hein, sur quel temps on donne à la déconstruction, quel temps on donne à la conception aussi. S'il y a des maîtres d'œuvre parmi nous, bah, ils savent aussi que les temps d'études sont toujours réduits. Ça veut dire que peut-être on pense que aussi ce qu'on va produire va avoir un temps de vie réduit. Et voilà, on est tous dans une pratique éphémère. Et alors qu'on fait une chose qui est censée durer quand même longtemps, et pourtant on l'étudie très vite. Il faut vraiment, faut imaginer, je sais pas, un médecin à qui on dirait ah non non, faut vite soigner ça, voilà, dépêche-toi parce que bon, on leur dit un peu ça malheureusement, mais néanmoins, on voit bien que le temps du soin pris aussi sur comment on construit, comment on bâtit, peut-être permet aussi cette question de la réduction des risques. Et à cette réponse-là, à toutes ces questions, en fait, c'est aussi peut-être revenir sur la question aussi de qu'est-ce que la ville a délaissé, qu'est-ce qu'elle a laissé derrière elle, en fait, et qu'est-ce qu'elle continue de laisser derrière elle. Et peut-être aussi de se dire qu'il pourrait y avoir aussi à cet endroit du réemploi une pratique de résistance. C'est-à-dire, c'est un peu Philippe, avec qui je travaille régulièrement, qui est philosophe et qui est aussi mon mari, avec qui on partage ces questions-là, évoque souvent la question du chiffonnier de Walter Benjamin, qui vient brandir devant nous aussi, devant la société, ce qu'elle délaisse, ce qu'elle rejette, ce qu'elle veut pas voir, l'invisibilité. Et aussi, peut-être de trouver dans cette pratique de la cueillette, et j'utilise à dessein ce mot qui pourrait pas, qui est vraiment aux antipodes de la massification, de se dire aussi, c'est une connaissance intime qu'on a d'un territoire et c'est peut-être là aussi qu'on a le plus de robustesse à aller trouver la bonne matière au bon endroit qui va répondre à nos besoins sans y passer trop de temps parce qu'on a une vraie connaissance du territoire et d'où trouver les matériaux de récupération. C'est aussi, c'est aussi un moment de résistance peut-être dans le sens où eh bien on sait très bien aussi que on est dans des prix, dans des processus et des systèmes de spéculation autour de nos milieux de vie, nos milieux de travail, et que peut-être c'est un moment de résistance si c'est pas un temps d'alibi pour eux, mais en tout cas peut-être de se dire voilà un bureau il a 2 ans de vie et là par exemple pour le TLM, qui est un lieu culturel associatif dans le 19e qu'on a pu réhabiliter une halle de la SNCF. On est allé récupérer des laines minérales dans des bureaux qui avaient à peine 2 ans de vie. Alors bon, on peut se dire, là, c'est peut-être un peu une mise en alibi pour ces bureaux-là. Ils vont trouver un exutoire pour pouvoir pratiquer, produire encore plus. Mais c'est aussi un temps, on a pu le faire avec Travail et Vie, qui est une entreprise d'insertion et qui s'est spécialisée dans ces questions-là. On a pu isoler l'ensemble du bâtiment. Ça a permis à ce lieu, et ça rejoint la question économique, d'avoir meilleur marché, une isolation, alors que peut-être de moins bonne qualité qu'une isolation biosourcée. Mais c'était ici une réponse massifiée, très située, locale, parce que ce bureau-là était à Saint-Ouen et que tout ça faisait sens. C'est c'est également aussi des logiques collaboratives sur le même lieu, qui est un lieu de spectacle, et la possibilité de créer là, avec les habitants, de les façonner avec eux aussi des moquettes de réemploi issues de l'événementiel pour pouvoir recréer tous les murs acoustiques de ce lieu. Et de mobiliser un peu sur le territoire aussi les habitants. Et ça rejoint la culture constructive et cette idée aussi qu'on a besoin tous dans l'acte de bâtir, et c'est-à-dire tous les acteurs de la maîtrise d'ouvrage, du propriétaire du terrain qui passe pas toujours la même personne, de la maîtrise d'œuvre, à bien sûr l'artisan et l'usager, et toute cette chaîne, elle doit être comprise ensemble. On a besoin aussi de recréer ces cultures. Et je parle des habitants, ça peut paraître ici anecdotique, c'est forcément fondamental, puisque en général, d'abord,
comme les artisans, ils ont moins peur de ces questions de réemploi et ils sont bien plus disposés parce qu'ils en voient évidemment le sens de l'évitation du gaspillage. Et je voulais revenir aussi sur la question, je suis pas du tout mon fil, c'est pas, c'est pas grave. Euh, la question de l'esthétique, puisqu'elle est souvent invoquée aussi, bah alors, ça va être quoi cette question de la récupération si on est obligé d'avoir des façades qui ont l'air de choses récupérées et qui sont dans voilà, une vraie esthétique de la récup. J'ai envie de dire que en fait, voilà, chez Grand 8, on a plus d'une centaine d'expérimentations autour du réemploi, donc je l'ai pas raconté, pardon, ça. Et du coup, on a pu expérimenter beaucoup de situations, parfois évidemment des situations d'impasse où eh bien, on a dû renoncer à des solutions parce qu'elles n'étaient pas pertinentes. Mais ça, on le fait de plus en plus vite en fait, et c'est aussi une pratique de l'adaptation et une pratique, j'ai envie de dire, à l'inverse. Eh bien, de l'économie de la massification, de l'optimisation aussi de la superproductivité, qu'on voit par exemple dans des modèles qui sont développés par Boeing, qui sont, voilà, on va modéliser à l'os un, un système de production pour qu'il n'y ait pas de perte en ligne, qu'il y ait vraiment une optimisation totale de financière, puisque la finalité, c'est le profit. Et on voit bien les risques qui sont pris. Cette société connaît énormément de risques, et là, de risques sur les personnes et sur les vies. Donc, on est aussi dans ces questions-là, où quand on voit un bateau, un tanker qui fait une fausse marche arrière dans un détroit, ça bloque l'entièreté de l'économie. Eh bien là, moi, je parle d'économie de risque. Et en revanche, à l'inverse, la pratique du réemploi, telle qu'on la connaît, c'est aussi des interrelations, des liens de confiance qui sont établis et une forme j'ai envie de dire presque de contrat social. Alors ça paraît un gros mot, vous dites, bah, je vais pas aller voir ma maîtrise d'ouvrage en disant, bah, je vais faire un contrat social avec vous, mais c'est aussi un peu de se replacer dans ces enjeux collectivement et pourquoi pas utiliser de temps en temps des mots un peu gros, n'ayons pas peur, et de se dire, voilà, bah, euh, qu'est-ce que finalement réévaluer cette question du risque, la replacer à un endroit particulier. Et c'est vrai qu'on observe donc dans la pratique du réemploi que c'est souvent une solution qui est très tactique, enfin une solution, une pratique qui est très tactique, c'est-à-dire que une solution ne fonctionne pas, mais parce que vous avez à la conception laissé suffisamment de souplesse dans votre dessin qui puisse accueillir les solutions à venir, elles vont au contraire avoir une grande robustesse au moment du chantier et de son déploiement, et parce que l'alternative, elle est comprise par tous et elle est plus facile à faire atterrir. Et c'est bien plus faire reposer la solution sur une intelligence collective. La pratique de l'aléa, c'est pourtant quelque chose qu'on trouve qui est déjà une culture du chantier, puisque l'aléa, c'est une donnée même du chantier. Mais j'ai envie de dire qu'ici, avec leur emploi, c'est davantage encore accueilli, puisque on part du fait qu'on s'adapte à la ressource et que le dessin, il a été fait par rapport à une ressource pressentie et que elle peut être tout à fait sécurisée en prenant les choses suffisamment en amont. En fait, c'est un peu de se dire que, un peu comme un acteur maître de l'improvisation, c'est qu'il s'est extrêmement entraîné. Il a structuré en fait la façon dont il va prendre sa punchline, dont il va, voilà. Et donc, il peut la sortir, pas parce que c'est un génie, mais parce que justement, il s'est donné les moyens par la préparation, par la structuration, mais pas par la solution. Il l'a pas avant de rentrer en scène, mais néanmoins, il va pouvoir la mobiliser parce qu'il a ce niveau de préparation. C'est un peu la même chose aussi dans ce changement de pratique. C'est qu'aussi, par une organisation en amont, l'anticipation, en fait, l'improvisation, ça nécessite évidemment de l'anticipation. Et
C'est cette question aussi du lâcher-prise. Ça veut dire que pour la culture architecturale, c'est un peu compliqué. On a beaucoup été élevé dans les écoles d'architecture au dessin du détail, à une maîtrise esthétique complète. Et là, ça veut dire qu'il va falloir lâcher prise. Vous voyez un exemple ici qui est du réemploi de fenêtres, de montants de fenêtres en bois. Comme on a un enjeu assez important, on revient à la question du coût, à faire baisser les coûts de transformation de main-d'œuvre, puisque c'est ce qui coûte dans le réemploi. La matière, elle a perdu en quelque sorte sa valeur monétaire. Dans la plupart des cas, elle fait l'objet d'un don, sauf bien sûr sur les plateformes. Mais en fait, vous payez quoi quand vous payez sur les plateformes? Vous payez du temps de travail local. On le répétera pas assez. C'est pas du temps d'IA, c'est du temps ici, maintenant, de personnes que vous pouvez rencontrer. Et donc, ce temps de travail que vous achetez, eh bien, il y a nécessité là, j'ai envie d'utiliser le mot, en tout cas de l'optimiser et d'en comprendre, en fait, en partant du matériau même, en partant de son intelligence première, en fait. Qu'est-ce qu'il était fait pour faire? Et là, vous voyez, bon, bah, c'est un exemple de détail sur un parquet bois debout où on a gardé le profil de ces éléments. C'est aussi beaucoup la pratique de l'assemblage. L'assemblage, c'est aussi, eh bien, j'aime bien aussi cette image du tissage. Là, c'est des bâches publicitaires qui ont été réassemblées pour faire des outils là aussi performants, puisque c'était pour faire des stores avec donc ça, c'est avec les résilientes Emmaüs. Un travail, donc là, pareil, d'un rebut qui est transformé pour une réinterprétation esthétique. C'est aussi ces logiques de collaboration artisanale et maître d'œuvre. C'est aussi, voilà, ces artisans-là qui ont des propositions esthétiques à faire jusqu'à la main de celui qui va faire. Et c'est bien aussi la question de remettre au centre justement celui qui va faire et le sens qu'il va pouvoir prendre, puisque c'est c'est une pratique qui sait accueillir à chaque endroit de sa filière différents types de compétences. Donc, il y a de la place pour des personnes qui vont pouvoir travailler dans la logistique, qui vont pouvoir transformer, trier, etc., et qui sont peut-être à un niveau de formation. Il existe maintenant hein, des formations normalisées certifiantes sur ces sujets-là sur le tri et la valorisation, mais qui peuvent être engagées par des personnes qui sont éloignées de l'emploi. Mais elles vont demander aussi de la grande technicité qu'on va retrouver chez l'artisan, qu'on va retrouver, qui lui connaît intimement souvent son matériau et en connaît toutes les performances et les possibilités. Et puis chez l'architecte qui va pouvoir en faire la synthèse et la proposition. Cette question aussi donc de l'esthétique, elle vient aussi pas mal par la question, là avec le recul, on constate que c'est beaucoup un travail sur repenser les assemblages. On avait laissé un peu aussi cette question du côté de l'industrie qui venait faire des connecteurs, des éléments, tout était en kit avec plus d'intelligence chez celui qui faisait. Et puis bah, l'autre exemple, c'est le ciment qui peut tout coller, tout, et puis toutes nos colles tout ce que cette industrie a produit. Et là, on est bien plutôt dans l'assemblage d'éléments, parce qu'on est souvent dans une pensée aussi de la déconstruction du temps où on va devoir bah, restituer ces matériaux. On construit plus pour l'éternité. C'est aussi des bâtiments qui doivent avoir une capacité de maintenance, une capacité de troisième vie et pouvoir être disponibles pour des usages futurs. Et donc, cette question de l'assemblage, il y a aussi une esthétique qui est tirée de là. Donc là, c'est des essais avec de la pierre sèche qu'on a pu mener sur différents projets, la ferme du Rail, la Maison des Canaux, aujourd'hui sur la place d'Enfer, pour créer des calades et donc qui font appel à des savoir-faire précis, mais qui sont ouverts aussi à tous les apprentissages et à toutes les formations et à tous les types de savoirs. Il y a un gros enjeu aussi sur le fait de prendre soin sur cette matière qui a été produite, qui est aussi une opportunité pour prendre soin des hommes et de ceux qui ont fait, parce que finalement, dans l'acte de démolition, c'est un peu un effacement de tout ce qui est, de toutes les personnes qui ont été mobilisées pour l'extraction, pour la transformation, dans des âges passés et qu'on vient comme ça très violemment annihiler dans un temps de destruction.
Et là, de revenir aussi sur tout ce travail justement de ceux qui déposent, de ceux qui valorisent, qui sont parfois un travail dur, hein. Je ne vais pas romantiser non plus la pratique, qu'on essaye de faire la plus douce possible, mais qui en tout cas est le travail de soins de maintenance et qui est souvent lui aussi totalement invisibilisé et qui sont nécessaires aujourd'hui dans les pratiques écologiques de revaloriser. Euh, Revaloriser le geste, l'attention, celui de l'application. Là, vous voyez que c'est une moquette qui a servi en tapisserie et c'est donc un ouvrier qui a pris un geste durant le chantier. C'est aussi le travail de façonnage qui peut être fait pour venir revaloriser. On a beaucoup de travaux autour des textiles, des membranes qui viennent trouver des places très heureuses dans le bâtiment. On a besoin de s'abriter, on a besoin de créer des cloisonnements, de créer. Donc il y a toute une créativité, un champ créatif qui s'ouvre à nous et qui est là disponible. C'est aussi une pratique de l'hybridation. C'est une pratique un peu créole, hein, le réemploi. On est sur des pratiques qui viennent hybrider des choses, mélanger des choses, et c'est aussi l'opportunité de cette esthétique-là dont moi je trouve les architectes se saisissent pas assez et que la peur effectivement domine, la peur de lâcher des pratiques. Et pourtant, je l'expérimente tous les jours. C'est vraiment un lieu où on a des pratiques alternatives sur ces questions-là qui sont essentielles. La place que peut prendre l'insertion aussi sur ces chantiers et la diversité des personnes qu'on y trouve, qui n'est pas une nécessité, mais qui apporte quelque chose j'ai envie de dire presque justement dans la robustesse par la convivialité qu'on trouve sur ces chantiers-là. Je pense que oui, il me reste une petite minute. Ben, je vais terminer là-dessus, sur la question justement de cette idée-là qu'il faut qu'on recrée ces filières et ce maillage et que ça donc bien au contraire, plutôt que de passer par une usine du réemploi centralisé pour toute une région, et ce sera pas la réponse, c'est plutôt vraiment mailler notre territoire avec des minécas euh, c'est-à-dire s'approcher de la source et avoir une diffusion à l'échelle régionale, voire plus micro encore, à l'échelle peut-être une échelle pertinente qui reste à inventer tout à fait, en tout cas locale, très certainement, et mailler le territoire en ayant justement ces liens d'interdépendance et de solidarité entre ces différents acteurs pour que le flux de matière puisse à nouveau être, être possible. On a des gros enjeux sur les stockages et c'est peut-être moi le frein, après le frein culturel, le frein principal que je verrais. Et cette nécessité aussi voilà, de soutenir ces réseaux d'interdépendance. Je vous invite à le faire localement. Il y a des praticiens partout autour de vous. Et c'est vrai que les échanges et le partage sur ces questions-là, bien sûr, ils se font très heureusement dans les temps de formation, parce que c'est là qu'on peut partager ses craintes avec des pairs. Mais on peut le pratiquer au quotidien. Il y a des organisations, le mouvement de la frugalité, il y a beaucoup d'organisations qui maintenant permettent d'ouvrir et de partager sur ces questions. Voilà, et je crois que je n'ai plus de temps, j'ai un peu dépassé. Là, c'était d'autres pratiques sur les pratiques collectives. Vous voyez, il y a la possibilité aussi d'engager la formation des personnes. Donc, on a créé des dispositifs, les chemins du bâtiment circulaire, qui ont permis de former de nombreuses personnes à ces pratiques par le fer sur les chantiers avec Edifice, qui est un partenaire aussi sur les sujets de formation et qui ont pu emmener maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre et artisans ou personnes éloignées de l'emploi sur la pratique du fer sur le chantier même. Voilà. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon, Clara, qui complète aussi très bien le propos de Joanne sur le fait que le risque n'est pas forcément là où on pense, en mettant en avant les conséquences de l'extractivisme des matériaux conventionnels, le risque sur les personnes et les vies, la destruction ou l'enfouissement de la matière en fin de vie, le partage avec le vivant, le temps donné aux opérations, et de se reposer la question de quel monde on veut, revenir à l'essence de ce qu'est un matériau et aux racines de notre culture constructive.
Et bien sûr, ce que tu nous as montré en deuxième temps, que nous sommes à un moment charnière de résistance dans nos pratiques. Et c'était bien là aussi l'objet de cette bulle, et de se poser la question de quel contrat social on souhaite mettre en place collectivement, que ce soit une communauté, que ce soit avec son maître d'ouvrage, avec ses collaborateurs, et de remettre en selle, l'importance de remettre en selle l'intelligence collective et l'aléa et à une échelle locale. Bref, de tendre vers la robustesse. Et voilà, ça me permet de faire juste un petit aparté sur la formation certifiante des DQE, qui, voilà, dont les travaux de fin de formation, vu que la formation, étant certifiante, se termine par un mémoire qui est proposé par les participants en formation. Beaucoup de mémoires ont porté sur ces questions-là, d'intelligence collective, d'aléas, d'échelle locale, de low-tech, et on a même eu un travail qui a porté sur la robustesse dans les pratiques architecturales à Lyon. Voilà, donc c'est aussi de la donnée qui est intégrée, et qui est réfléchie, qui commence à être réfléchie aussi par les professionnels. Hem, pour, les questions, on va revenir peut-être déjà sur des questions qu'on n'avait pas eu le temps de prendre en première partie, heu, notamment sur la question des acteurs. Penses-tu que si la pratique se démocratise, le coût du réemploi sera accessible à un plus grand nombre de commanditaires, notamment privés? Évidemment, si la pratique se généralise, forcément, il y aura peut-être une réduction des coûts, mais à quel prix? C'est ce que j'évoquais tout à l'heure. En fait, euh, le risque, c'est que plein d'acteurs soient effacés et disparaissent parce qu'il y a une prise de marché qui soit une espèce d'OPA qui soit faite. Donc, il faut être vigilant à ça. Et la fin de la question, c'était quoi? C'était, tac. Notamment les commanditaires privés, pardon. Bah, Au niveau de la con du ouais, du privé. du Je peux peut-être privé. répondre, Joanne, là-dessus, sur les commanditaires privés. Enfin, pardon, par exemple, chez Mineka, il y a énormément de particuliers, donc je réponds pour toi, pardon. Il y a énormément de particuliers qui viennent se fournir. Les particuliers, et notamment dans tout le milieu de l'autoconstruction, construction de maisons, tout ça, ils nous ont pas attendu qu'on normalise, qu'on tout ça. La pratique, elle s'est jamais arrêtée, en fait. Et c'est juste le bon sens, et le bon sens économique aussi, hein, qui a présidé, avec des consciences et avec des logiques aussi très locales, en fait. C'est aussi ça, c'est que les solutions, ils les ont à proximité. Donc chez les privés, si on entend privé particulier, la pratique s'est pas arrêtée. Alors si le privé c'était les promoteurs, je sais pas trop la question. C'était pas Du coup, précisé, mais on imagine, oui, tout type d'acteurs, plus ou moins grands, privés particuliers. La question, c'était pour les particuliers, oui. Particulier, oui, bah particulier, si l'arsenal réglementaire il est moins lourd, hein. Donc forcément c'est aussi un bon endroit de la pratique, je pense. Et encore une fois, qui s'est pas arrêté, mais qui va être facilité par des acteurs comme Mineka, justement. En effet, les prix pratiqués dans les ressourceries et les matériothèques, c'est beaucoup moins cher que le prix du neuf. Après, ça va dépendre aussi de quel fournisseur on va voir. Si c'est des matériaux plus antiques, euh, des antiquaires, ça va être peut-être plus cher. Ça va dépendre des matériaux. Puis après, est-ce que forcément, il faut savoir. Des fois, il faut repréparer un petit peu les matériaux parce qu'il y a des actions à mettre en place, poncer, découper, etc. Se fournir auprès d'une recyclerie du bâtiment, c'est pas comme aller chez Ikea ou chez Leroy Merlin où tout est plus facile, mais dans tous les cas, il faut avoir. Euh, Si c'est de l'autoconstruction, forcément, derrière, ce sera du temps mis en place pour mettre en œuvre les matériaux. Donc, mais dans tous les cas, c'est de l'argent qui se déplace ailleurs, quoi.
Mais en règle générale, le réemploi de l'économie sociale et solidaire coûte moins cher que si vous allez chez un fournisseur de type privé. Laura Merlin, Casto, etc., quoi. Et Peut-être sur les acteurs, encore une question sur comment vous travaillez avec les bureaux de contrôle dans les projets quand intervient le réemploi. Alors en fait, bah, c'est une question intéressante puisqu'effectivement, bah, c'est un peu le bras armé de l'assurance, hein, le bureau de contrôle sur le chantier. Et ben, un peu comme toujours, plutôt que d'en faire une contrainte, c'est comment établir un lien de collaboration avec le bureau de contrôle pour que le dialogue puisse advenir et que lui-même puisse faire son travail, qui est son travail d'évaluation des risques, par la lecture rigoureuse des textes et pas par et souvent, c'est des personnes qui ont trop d'affaires et qui manquent de travail pour étudier les projets. Donc, mon conseil, ça coûte pas cher aux maîtrises d'ouvrage qui seraient volontaires, c'est de mieux payer les bureaux de contrôle. Alors, mieux payer les architectes aussi, mais mieux payer les bureaux de contrôle, leur donner des missions qui soient spécifiques aussi là-dessus. C'est des montants qui sont mineurs à l'échelle d'un projet et qui franchement est un gros facilitateur des questions parce que en fait c'est toujours la même chose. C'est si on a le temps d'en évaluer les risques, par exemple au canot, on a remployé une charpente métallique. Et donc un élément structurel qui, a priori, là, engage des questions assurantielles plus importantes. On a mis tout le monde autour de la table, les assurances de tout le monde, de chacun des acteurs, du maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, artisan, bureau d'études, tout ça, et le bureau de contrôle pour conclure ensemble que, voilà, les administrations de preuves, sans passage par un laboratoire, en étudiant bah, le dimensionnement, en constatant ensemble la vie antérieure de ce bâtiment, etc. Enfin, une série d'administrations de preuves que je peux pas développer toute là, mais pas phénoménale. Eh bien, il n'y avait pas besoin même de surassurance, qui peut être une extension, qui peut être une solution, mais même là, c'était conclu ensemble que c'était OK, en fait. Et là, du coup, ben, sauf que le bureau de contrôle, il avait le temps d'aller dans ses textes, le temps d'évaluer les risques et, euh, et de pouvoir aller à la question. Alors, il y a différents, encore une fois, sur la question du risque. Enfin, je veux dire aussi, se dire que la réglementation et tout ce qui est normes, lois, tout ça, c'est une question aussi, il y a un enjeu démocratique autour de ces questions. Ça nous appartient tous. Il faut qu'on aille lire ces textes. Il faut qu'on aille voir ce qu'il y a dedans, même parfois se pencher un peu sur l'histoire. Qu'est-ce qui a fait ces normes? Qu'est-ce qui a fait cette réglementation? Qui était autour de la table à ce moment-là? Et on s'aperçoit assez souvent, moi j'ai eu plusieurs récits de gens qui étaient là à ce moment-là, que bah, il y avait des lobbies assez intéressants qui ont fait placer des matériaux comme normés et solutions à tout, alors que bah, des matériaux plus traditionnels et conventionnels, utilisés de manière conventionnelle avaient été écartés de la norme, mais pour des raisons politiques historiques en fait. C'est aussi notre responsabilité à tous d'aller questionner ces choses-là. Bref, donc faire de l'exégèse sur la norme, aller lire les petits textes, argumenter avec les bureaux de contrôle. Je veux dire, un texte, c'est aussi quelque chose d'écrit. Voilà, il amène interprétation. Donc ça aussi, c'est se réapproprier cette question-là. Et puis ensuite, bah, il y a risque et risque. Il y a risque pour les personnes, c'est-à-dire moi, je m'amuse pas du tout sur les questions bah, de sécurité des personnes, c'est-à-dire les questions structurelles et les questions incendie, bah, c'est innégociable. Donc là-dessus, on rentre et on trouve toujours des solutions avec le réemploi pour répondre à ces questions-là, euh, et souvent assez simples en fait, pas si folles. Voilà. Donc, c'est ces questions-là. Et après, surtout cette question voilà, il y a beaucoup de questions de seconde œuvre qui n'appellent pas des normalisations. Je crois que Frédéric va parler, va faire l'apologie, voilà, je sais plus comment il appelle ça, Éthique, pratique l'indisciplinarité. indisciplinaire dans Voilà, une semaine. et de la pratique non courante. Moi, je suis partisane aussi de rester plutôt dans des pratiques courantes. Et moi, j'aime bien les institutions, en fait. Je suis une rebelle qui aime bien les institutions. C'est-à-dire, en fait, de se dire, on a une pratique radicale, vraiment radicale. On fait que de la réhabilitation, on fait, voilà, bon, vous avez cru comprendre peut-être dans mes propos, mais en revanche, on n'est pas marginal. C'est-à-dire qu'on fait avec les lois. C'est nos lois partagées et donc on travaille et on a une responsabilité dedans et on y va. Voilà.
Et Frédéric amènera un propos assez intéressant justement sur l'interprétation, la réinterprétation et la lecture de ce cadre pour innover, en restant effectivement dans le cadre au final. On avait encore quelques questions toujours sur la question des acteurs et par rapport à ta pratique aussi avec Grand 8. Bah déjà, quel type de structure êtes-vous? Combien de collaborateurs? Et quel type de commande, sur quel type de commande est-ce que vous travaillez? Et à quel moment vous incluez, par exemple, les artisans dans vos projets pour mieux anticiper un projet en réemploi, notamment dans les marchés publics? Oui, alors bah, il y a plusieurs cas de figure. Bon, déjà, on est une incroyable multinationale. Nous sommes 3 coopératrices. On est une SCOP d'ailleurs, pas une SIC, et comme vous. Et donc, on est petite et malgré tout, bah, on arrive à faire pas mal de trucs et on travaille aux 35 heures, on se paye normalement. Enfin, voilà, il n'y a rien de. Voilà. Ta question après, c'était sur, pardon, tu m'as. Sur comment intégrer les artisans Ah oui, dans cette un question projet pour nous, elle est fondamentale. Et si justement on arrive à maîtriser notre temps souvent et à maîtriser, à sécuriser les solutions, c'est parce que très en amont, on travaille avec les artisans. Dans le cadre de marchés publics, il nous arrive de faire aussi de l'assistance à maîtrise d'œuvre, pas d'ouvrage, sur la question du réemploi. On fait cette mission-là pour quelques collègues. Euh, Par exemple, on travaille à sécuriser la solution très en amont et en fait à trouver des artisans qui deviennent les fournisseurs des solutions en réemploi, des solutions qui sont très situées dans le projet de l'architecte. Donc ça, c'est intéressant. Par exemple, on va sourcer avec l'atelier rare en insertion des cloisons qui venaient de l'UNESCO, des cloisons en bois pour pouvoir faire une cloison vitrée dans une pièce en plus, dans des logements dans une ZAC à Chapelle-Charbon pour les architectes Palastre. Et ça, on l'a fait dès la phase d'avant-projet sommaire, d'identifier cet acteur-là, parce que dans le dessin de l'architecte, il y avait un besoin voilà, on s'adapte aussi à ce besoin-là. Et on a identifié cet acteur-là qui source cette matière-là, qui sait la transformer et qui, avec l'architecte et nous, ont pu faire un design qui était convenable. Ensuite, l'entreprise qui est nommée bah, dans un cadre de marché public, on lui suggère ce fournisseur-là ou équivalent. Après, si elle trouve l'équivalent, c'est super. Si elle trouve pas, bah, elle prend celui-là, puisque le chiffrage est bordé, voilà, et on vérifie bien au moment du passage des marchés que l'entreprise a suffisamment provisionné. Et donc ça, c'est un travail étroit aussi avec l'économiste suffisamment provisionné. Et donc, il faut des marchés négociés, bien sûr, pour que le montant permette la rémunération, toutes les étapes et que voilà, tout se passe bien ensuite. C'est une façon de sécuriser là, les solutions dans un cadre de marché public. Et puis sinon, on a expérimenté à la Maison des Canaux le marché de conception-construction. Là, c'est à destination des maîtrises d'ouvrage qui souvent est utilisé dans un cadre qui est peu favorable à la maîtrise d'œuvre, mais qui là était formidable puisqu'on a pu concevoir donc sur cette rénovation lourde d'un ancien siège de la gestion des canaux en maison de l'économie circulaire et solidaire. On a pu concevoir très très en amont, enfin vraiment initialement, j'ai envie de dire, avec les artisans, les solutions qui ont été déployées sur ce projet. Peut-être une autre question sur les acteurs par rapport à cette grande famille de l'ESS. Désolée pour la confusion SCIC-SCOP, effectivement. Avec qui vous travaillez, donc notamment en insertion. Est-ce que ces fédérations représentants de l'ESS se positionnent aujourd'hui sur le réemploi, voire historiquement, notamment sur les métiers de la valorisation? Est-ce qu'on on sent que c'est un mouvement qui se structure? Oui, alors c'est vrai que bon, il y a quelques acteurs bah, en Île-de-France, il y a Réavi, donc une autre plateforme de emploi par l'insertion. Euh, j'ai envie de dire, bah alors oui, bien sûr, c'est effectivement les acteurs de l'ESS dans le sens où c'est une pratique, alors bon, il y a toujours ce mot un peu compliqué, mais qui est relativement inclusive, je l'ai dit plusieurs fois, et pour quelles raisons? Puisque c'est des formations qui existent
qui sont accessibles, qui sont dans le cadre du processus de réinsertion, qui peuvent être un passage sur la certification de valoriste. Euh, et qui, je crois d'ailleurs, a permis de l'emploi aussi chez Mineka également, de personnes qui sont formées, et ce qui change tout aussi pour les plateformes plutôt que... Voilà. Donc c'est vrai, mais en même temps, il ne faut pas non plus en faire un paradigme essentiel. Il y a aussi une histoire derrière ça, c'est que souvent, bah, nous, par exemple, on collabore donc avec Travail et Vie depuis très longtemps, qui est notre partenaire. On est monté en compétences ensemble sur la déconstruction, sur la logistique, voilà, au cas par cas, bien sûr, il n'y a pas de... C'est toujours du cas par cas. Mais néanmoins, on a quand même des savoir-faire maintenant qui sont reproductibles pour le coup. Et donc, ils ont, en fait, historiquement, depuis 30-40 ans, eux, ils travaillaient sur le curage, c'est-à-dire ils venaient nettoyer des plateaux. Et c'est souvent des métiers qui ont été laissés justement bah, aux personnes précarisées dans l'emploi et un peu comme le ménage, hein, c'est invisible, c'est des personnes qui le font. Alors, voilà, c'est aussi l'opportunité de redonner une place à ces personnes, mais il faudrait pas que ça en devienne l'alibi complet. Voilà, c'est un champ dans lequel c'est intéressant. Là où c'est intéressant dans l'argumentaire dans le cadre d'une grosse opération, c'est que comme c'est des acteurs qui sont, pour certains, identifiés sur cette pratique-là, sur ces métiers-là, vous pouvez, dans les lots de tri sélectif, de déposes soignés, prescrire davantage, inciter les entreprises à atteindre leurs performances. Et je pense là, justement, peut-être les marchés publics et puis ceux avec les bailleurs sociaux. Il y a des clauses d'insertion qui sont un peu souvent difficiles à atteindre pour ces entreprises. Et ben, c'est une vraie opportunité d'y répondre avec le réemploi. C'est une manière de le pousser, c'est un argument supplémentaire qui peut être mobilisé aussi de manière heureuse. Ben, merci beaucoup pour tous ces retours, partages et qui sont assez éloquents, vu aussi les retours qu'on a sur la partie chat de personnes qui seraient intéressées d'intégrer vos structures respectives. Donc, si jamais vous recrutez, n'hésitez pas. Voilà, on va conclure tout doucement ce webinaire ensemble. Je ne sais pas si tu peux peut-être passer au slide Ah, suivant, pardon. Clara. Pardon, avant de conclure officiellement. Voilà, donc un petit rappel, tu as fait la transition avant tout à fait avec Frédéric Denise, qui intervient la semaine prochaine sur la question de la pratique indisciplinaire, place aux techniques non courantes. Donc c'est bien pour ça qu'on avait ordonné vos présentations, vos bulles dans cet ordre-là. Donc la semaine prochaine à 11h30. Dans 2 semaines, ce sera une bulle co-animée par Claire Amann et Aura Hernandez sur la question du non, quand le non est une force, une opportunité pour construire un projet collectif et créatif. Et le 16 décembre, on terminera sur une bulle peut-être un peu plus réglementaire au premier abord, mais pas tant que ça. Donc, ce sera le 16 décembre avec Cédric Creton sur Évolution RE 2020 en 2026, garder le cap environnemental malgré tout. Et voilà, donc tous les podcasts, tous les webinaires précédents sont en replay et podcasts sur notre site internet. Tu peux passer à la suite. Et voilà, et donc on va terminer aussi sur une nouvelle fois la slide sur la formation des DQE avec les prochains lancements de formation. Donc à Paris, début décembre, la formation est quasi complète. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à nous contacter. Donc les 4 et 5 décembre à Mundo M à Montreuil. Et à Lyon, les 18 et 19 décembre, on démarre la formation dans un lieu un peu emblématique pour nous. C'est à l'Union régionale des coopératives. À Voupa, qui est le premier bâtiment positif aussi de la métropole lyonnaise. Voilà, et donc on se retrouve demain, pour ceux et celles qui le souhaitent, pour un webinaire de présentation de la formation certifiante à midi.
Les inscriptions se font sur notre site internet et on va conclure très officiellement maintenant. Merci. Merci à toutes les deux. Merci pour vos messages qui nous arrivent très sympathiquement dans le chat. C'était très intéressant d'avoir cet échange à deux voix pour ce webinaire, de remettre du politique, de la relation à l'autre, du sens, du projet commun au cœur du débat et des échanges. Donc, faire ensemble autrement, c'est possible, ça fait du bien. Et là, en montant ce webinaire avec vous, l'idée, c'était vraiment de dédramatiser cette pratique du réemploi, de montrer qu'elle peut être réjouissante et qu'elle réhabilite notre humanité aussi, notre rapport aux choses. Donc, challenge réussi. Merci à toutes les deux pour vos présentations et merci à toutes et à tous pour votre participation active à ce webinaire. On se retrouve la semaine prochaine pour la bonne suite de ces bulles, s'affranchir ensemble et autrement. Et pour continuer, n'hésitez pas à aller chez Mineka, pour ceux et celles qui ont la chance d'habiter en région lyonnaise. Voilà, parce que c'est une superbe plateforme pas à ciel ouvert, à ciel couvert. Des De vénards, les réemploi. Lyonnais, quand même, hein. Voilà, et puis à consulter aussi toutes les données qui sont sur le site internet, plateforme qui est aussi en ligne sur le site internet de Mineka, et aussi de consulter Mineka en tant que AMO BE Réemploi dans vos opérations, et également, pareil pour les opérations portées par la Scope Grand 8, très inspirantes. Vous trouverez aussi pas mal, et qui organise aussi pas mal de Mm. visites, des réalisations. Donc, ne manquez pas aussi ces visites très inspirantes, donc plutôt sur la région Paris et alentours. Et puis à bientôt en formation, si vous le pouvez, vous le souhaitez, avec l'équipe Mineka et Grand 8. Et Merci bon appétit. beaucoup. Et c'est l'heure d'aller manger, effectivement. Bon appétit. Au revoir tout le À monde. Au bientôt. revoir. Merci pour vos retours. Merci.